Les soldats du feu sont en colère, dénonçant le non-respect du protocole d'accord signé en 2014 et des réductions d'effectifs. Ils menacent de cesser toute activité. Le reportage de Karen Diama est à venir. Et les transporteurs de gaz locaux ont décidé de ne pas se laisser faire. Ils paralysent le ravitaillement du transport de gaz à la source. Isabelle Amou était sur place pour suivre ce conflit. Et enfin, nous descendrons à 200 mètres d'altitude au milieu des caféiers de l'habitation de la Grivelière à Vieux Habitants. Un lieu plein de charme pour passer un moment de découverte et de détente. Bonsoir à tous. À la une de votre journal ce soir, la colère des soldats du feu. Les pompiers de la Guadeloupe ont déposé un préavis de grève qui doit prendre effet dès mardi prochain. Ils dénoncent le non-respect du protocole d'accord signé en 2014 et des réductions d'effectifs pénalisant leur activité. On regarde le reportage de Karen Diam. Le 19 avril dernier, les sapeurs-pompiers professionnels ont posé un préavis de grève et un cahier de revendications comportant 35 points. Nous revenons en fait sur une situation que nous avons dénoncée en 2014 et sur laquelle nous étions partis en grève. C'est sur la qualité des secours que nous devons à la population guadeloupéenne. À cette époque déjà, on nous proposait donc un potentiel opérationnel journalier visant à diminuer de manière très importante les effectifs dans les centres et ça nous avait emmené à nous positionner au niveau du Conseil général à l'époque pour faire part aux élus de notre situation parce que ce qui était dit aux élus présents dans le Conseil général n'était pas conforme à la situation et notre vision, nous, de notre devoir de secours au niveau de la population de la Guadeloupe. Une cause soutenue par le syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels des SDIS de France, qui rencontre aussi les mêmes restrictions budgétaires justifiées par la baisse des dotations de l'État allouées au département. Le SDIS de la Guadeloupe est fixé en environ 40 000 interventions à l'année et le budget n'est pas à hauteur de cette charge opérationnelle. On est contre toutes les politiques d'austérité qui sont mises en place aujourd'hui et qui touchent les sapeurs-pompiers. On le dénonce dans toutes les instances. Lorsque le président de la République a ouvert l'unité nationale pour justement renforcer la police municipale, les militaires, les sapeurs-pompiers ont été les oubliés de cette unité nationale et nous demandons à ce que la dotation globale de fonctionnement soit plus importante pour les départements. Mais outre ces problèmes de dotation, les sapeurs-pompiers professionnels de Guadeloupe ont eu récemment à faire face, selon leurs propos, à la dégradation de l'image de leur métier, leur présidence les faisant passer pour des nantis. La présidente du conseil départemental a organisé une réunion essayant d'attirer les faveurs des maires. Ils ont organisé une réunion pour dire que les sapeurs-pompiers, ce sont des gens qui sont toujours en grève, qui nous embêtent peut-être à la limite. Mais moi, je dis que nous ne sommes pas nantis chez les sapeurs-pompiers parce que nous défendons un métier. Être pompier, c'est un métier, même si nous avons la contribution des volontaires qui viennent nous prêter main forte, mais c'est un métier. Interrogée sur le préavis de grève, la présidence a indiqué rester à l'écoute des syndicats pour favoriser une meilleure qualité des soins, mais souhaite également structurer le SDIS autrement pour faire face à la baisse des dotations. Il ne s'agit pas de considérer de nantis ou de diminuer les agents. Au contraire, je veux les valoriser. Et c'est pour leur bien. Je veux que nous puissions avoir un potentiel opérationnel journalier, je dirais, à la hauteur des exigences des élus de la Guadeloupe, les conseillers départementaux, les maires. Aujourd'hui, il faut que nous puissions prendre des mesures pour pouvoir poursuivre l'activité du SDIS en respectant les sapeurs-pompiers professionnels, les sapeurs-pompiers et volontaires, le personnel PATS. Il s'agit de cela si nous voulons aujourd'hui avancer. Après un conseil d'administration tenu ce matin, une rencontre avec la direction cet après-midi pour leur préavis de grève, les sapeurs-pompiers de Guadeloupe défendent avec intérêt l'avenir de leur profession et maintiennent leur préavis de grève pour le 3 mai prochain. Ce dimanche, les syndicats devraient se mobiliser pour le traditionnel défilé du 1er mai. Une journée symbolique. Elle célèbre la solidarité entre les travailleurs et les avancées de la lutte syndicale pour les droits de ces derniers. Ce 1er mai a-t-il perdu, selon vous, son sens? On écoute vos avis recueillis par Karen Diam. En entrant dans le printemps, c'est-à-dire nous entrons dans la fête des fleurs. La fête des fleurs, c'est-à-dire magnificence pour la terre. Renouvellement, beauté. Nous sortons
du tombeau et nous nous libérons du joug de l'esclavage. C'est pour ça que le 1er mai, c'est la fête de tous les travailleurs. C'est-à-dire, premièrement, ceux qui ont souffert, ceux qui ont travaillé par exprès, c'est-à-dire sous le fouet, sous la domination, sous le joug. C'est pour ça que nous pouvons nous permettre, le jour du 1er mai, de dire à nos ancêtres, merci. Le 1er mai, ça représente la fête du travail. Et puis, qu'on a bien travaillé dans une année, dans quelques temps, et là, ça représente, on vous fête, pour vous dire, c'est la fête du travail. Pas ni pense ça de ça, même pas ni pense de travail. Non. Parce qu'il est trop pressé à aller là, ici. Trop pressé. Parce que quand on explique, on dit ni grand monde, ni jeune, ni matrité, qui a un bon gaz de ça, ni ça qui ne peut pas même emboucher manger. Quoi, vrai? Quoi, grand, petit. Pour moi, la fête du 1er mai, ça représente la fête des travailleurs. Et puis, c'est une très bonne chose. Par contre, j'irai marcher à Saint-François avec tous les syndicats de Mota et tout ce qui s'ensuit. Je serai partant le 1er mai à Saint-François. Le 1er mai, c'est la fête des travailleurs, mais en 2016, je ne crois pas. Parce que vu que la façon qu'il y a plus de chômage que des gens qui travaillent, alors c'est un peu dur. Je suis un employeur. Je ne peux pas critiquer ça. Je sais, le travail, il y a des gens qui... C'est un mérite, c'est une valeur qui doit être gardée et considérée comme il faut. Ici, il faut fêter ça dignement, il n'y a pas de problème. Le 1er mai, pour moi, ça ne représente pas grand-chose, à part un jour férié. Et voilà, comment dire, j'avais même oublié, il représentait quelle commémoration, quelle abolition, je ne saurais quoi dire. Le 1er mai, pour moi, ça ne représente rien. Pourquoi? Parce que ce serait mieux qu'on donne du boulot aux gens, parce qu'il n'y a pas beaucoup de travail en Guadeloupe. Le 1er mai représente pour moi la fête du travail et la fête du muguet. Et aussi, quand ça tombe en semaine, je ne dois pas. En plus, c'est l'anniversaire de ma mère. Le conflit qui oppose le groupe Total au transporteur Vaiti-Lingan est monté crescendo aujourd'hui. Après s'être vu couper l'herbe sur le pied, le groupe Vaiti-Lingan a bloqué à la source le ravitaillement du nouveau prestataire du groupe Total, c'est-à-dire au centre de stockage à Bemao. Karen Diamin, plutôt Isabelle Hameau, était sur place. Les bouteilles de gaz ne sortiront pas du centre de stockage. La société bémaotienne de manutention et transport a bloqué l'accès aux transporteurs étrangers au groupe Total. L'accès est libre à tout camion concernant le transport de gaz bouteilles bleues. Mais par contre, au niveau des bouteilles, des camions de bouteilles grises et rouges, là c'est niette. Donc étant donné que hier soir, Mme Mérini, la directrice générale de Total, m'a appelé, nous sommes restés à discuter un bon moment au téléphone. Elle ne m'a jamais appris ce matin qu'elle avait décidé de passer outre notre décision et notre conflit et de chercher d'autres transporteurs pour pouvoir venir effectuer le transport de gaz butane concernant les bouteilles grises et rouges. Donc nous trouvons ça un peu machiavélique de la part de Mme Mérini qui refuse aujourd'hui de nous recevoir, qui refuse aujourd'hui de prendre contact avec nous pour pouvoir se mettre autour d'une table et pour négocier les 3 points qui restent sur le fameux contrat qu'elle maintenant nous a proposé. Une situation dont pâtissent les salariés de la SBMT, tout de même solidaires après 2 semaines de conflit. C'est moi et le père Vaiti-Lingan qui ont créé, qui ont tracé, qui ont fait le chemin et ensuite les autres ont suivi et maintenant à ce jour on fait une chef de difficulté pour nous mettre dans la rue. Alors c'est pas possible. Je demande à moi après 53 ans quand devenir mon avenir pour la suite. Des conflits qui font un effet boule de neige. Selon le directeur financier de la SBMT, le syndicat Force ouvrière aurait rencontré la directrice du groupe Total. Il souhaite mettre fin au conflit. La décharge de Céron en Martinique ne reçoit plus de déchets. Voilà 3 jours que le site est la proie des flammes. Une grande partie est inaccessible et les engins de voirie sont réorientés vers la déchetterie de Fort-de-France. On regarde le reportage de Frédéric Mazy d'ATV Martinique. Le camion d'ordures tourne à plein régime. Il récolte 8 tonnes de déchets au quotidien habituellement. Aujourd'hui, ça sera forcément plus. L'incendie qui touche la décharge Céron de Sainte-Luce a obligé les sociétés de récolte d'ordures et d'encombrants à stopper le ramassage hier.
Ça nous donne 2 fois plus de travail, puisque le travail de la veille n'a pas été fait. Donc nous sommes obligés de retourner celui de la veille et faire celui du jour, donc plus de travail. Il a fallu réorganiser les plannings. Sur la prestation par exemple de KSM Fort-de-France, nous avons 3 équipes, nous sommes obligés aujourd'hui d'en mettre 5, de telle sorte que nous puissions rattraper les collectes que nous n'aurions pas pu faire hier. Sur le site, la fumée accueille les camions. Une zone sécurisée a été mise à disposition pour les encombrants, pendant que les pompiers tentent d'éteindre un peu plus loin l'incendie. Une opération longue et difficile où 8 soldats du feu se relaient nuit et jour. Il faut savoir qu'un feu de décharge, le feu est en profondeur. Donc pour que l'eau ne va pas pénétrer au fond, donc on est obligé de travailler avec un tractopelle qui lui va travailler en profondeur. Nous on va refroidir et après on va recouvrir de terre pour pouvoir terminer l'extinction. L'incendie devrait être maîtrisé ce week-end. L'accès à la décharge est ouvert aux professionnels et aux particuliers. Open Data, Hackers, Makers, ces termes ne vous disent peut-être rien, mais la Guadeloupe numérique est en effervescence. L'association Guadeloupe Tech organise la 3e édition de Startup GP au WTC à Jarry, un événement qui regroupe les entrepreneurs impliqués dans le e-commerce et la communication numérique. Gaël Musquet, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chargé de mission à la Fonderie, l'Agence publique numérique d'Île-de-France, et l'invité intervenant de cet événement. Alors cet après-midi avait lieu un atelier pour apprendre aux jeunes entrepreneurs à pitcher, comme on dit. Isabelle Hameau nous montre justement comment le faire. On regarde ce reportage ensemble. Vendre en 8 minutes sa start-up devant une assemblée d'investisseurs ou de pros du net, c'est ce qu'apprennent ces jeunes entrepreneurs. Si certains d'entre eux s'y connaissent déjà ou plus ou moins, d'autres porteurs de projets découvrent les stratégies. J'ai une agence de communication environnementale, qui est une agence de communication globale, mais qui propose des solutions, des stratégies ou des conseils en tout ce qui va être environnement et RSE. Et ça fait 1 an que cette société existe, et au sein de ma société est né un projet, une envie de créer et d'élargir l'offre touristique autour du tourisme industriel notamment. Et je viens à cette manifestation pour pouvoir en apprendre un peu plus sur comment pitcher, notamment comment réussir à interpeller un investisseur à partir d'un projet auquel on croit et dans lequel on a envie que d'autres croient également. Donc c'est pour ça que je viens ici aujourd'hui. L'art du pitch fait donc partie des incontournables pour tout start-upper. Pour rappel, cet exercice de communication orale consiste à se présenter ou présenter son projet face à un public qu'il faut convaincre. Ça peut être à des institutionnels pour convaincre d'obtenir des fonds publics, ça peut être des fonds privés, ça peut être simplement son banquier. Il faut comprendre comment convaincre très rapidement, en quelques minutes. Le pitch, c'est un exercice qui doit être fait en très peu de temps, qui est très court, qui va de 5 minutes à 20 minutes pour les plus longs, et qui se pose en général, alors pas nécessairement, mais souvent avec une présentation, donc on fait à l'ordinateur ou à l'écran, et qui va permettre de poser les grandes lignes de son projet. En Guadeloupe, 950 entreprises ont été créées au 3e trimestre 2015, un nombre stable par rapport au 2e trimestre 2015 et plutôt encourageant, quand on sait que la création d'entreprise est un parcours du combattant pavé de bonnes intentions. Nous, en tant que conseiller technique à la CCI, on voit passer beaucoup de porteurs de projets qui ont peut-être une bonne idée, mais qui n'ont pas les qualités humaines pour devenir chef d'entreprise, qui n'ont pas les qualités humaines pour justement franchir les différentes étapes et vraiment accéder à ce parcours du combattant qu'est la création d'entreprise, parce qu'il faut avoir une capacité de résistance, il faut avoir une capacité de porter le projet, d'y croire, de mouiller le maillot, et ça malheureusement tout le monde ne l'a pas. L'association Guadeloupe Tech, initiative de cet atelier, a aussi tenu une série de conférences-débats sur le networking, autant d'échanges et de réflexions pour booster l'entrepreneuriat en Guadeloupe. Gaël Musquet, la presse nationale ne tarit pas d'éloges sur vous. Vous êtes présenté comme le talent digital, le génie incontestable, l'homme qu'il faut rencontrer. Tout ça à 36 ans. Comment vous vivez cette notoriété ? En fait, cette notoriété vient d'une communauté que j'ai animée. Ce sont des conférences, ce sont des missions humanitaires sur lesquelles nous sommes beaucoup mobilisés. Je suis un des visages de cette communauté qui travaille énormément, OpenStreetMap, un projet de cartographie libre.
Et c'est un honneur pour moi à la fois de la représenter et aussi d'être originaire de l'Outre-mer et d'être aussi un des champions numériques. On a des champions sportifs, des champions artistes. Ben voilà, être champion du numérique, c'est aussi et qui est guadeloupéen, de surcroît. On parle beaucoup de cette ère du digital, d'open date, mais à quoi sert cette technologie? Alors là, je vous donne des exemples concrets. OpenStreetMap s'est beaucoup illustré en Haïti. On a recartographié complètement Port-au-Prince pour les humanitaires en quelques jours. On a fait des missions drones pour survoler Jacmel, survoler Port-au-Prince. Ces données, ces images, toutes ces informations servent à améliorer le quotidien des Haïtiens, à les compter, à cartographier leur territoire, cartographier l'eau, cartographier les zones à risque pour ne pas construire dans des zones inondables. Je travaille en ce moment sur un autre projet de l'association SOS Méditerranée. On sait qu'il y a des gens qui meurent en Méditerranée noyés. Ce bateau qui s'appelle l'Aquarius a été affrété par cette association. On y a installé Internet par satellite, ce qui permet aux humanitaires, à Médecins du Monde, Médecins sans frontières, de travailler à bord et de pouvoir porter assistance aux populations, aux personnes qui sont en train de se noyer. Et aujourd'hui, ce sont 907 personnes qui ont été sauvées, des femmes, des enfants, des hommes, blessés par balles parfois, qu'on récupère comme ça dans l'eau. Mettre à disposition nos savoirs, nos compétences techniques pour pouvoir donner un sens à la vie, donner un sens à ces technologies, à tout ça, c'est un peu notre mission. Et c'est ce à quoi je m'attelle après avoir été victime moi-même dans mon île en 89 du cyclone Hugo et avoir vu la solidarité du peuple guadeloupéen. C'est ce qui a déclenché le déclic. Tout à fait. Je suis devenu météorologue suite à ce cyclone. Je suis parti à 21 ans d'ici, après avoir fait toutes mes classes. Et je reviens tous les ans pour remettre en fait et transmettre ce savoir-là à mon île et aux jeunes et aux moins jeunes ici. Justement, vous interviendrez comme expert en numérique. Qu'êtes-vous venu vraiment transmettre? En fait, qu'est-ce qui manque aux professionnels du numérique en Guadeloupe? Qu'est-ce qui leur manque? Alors, parfois de la fierté, mais c'est un sentiment que je retrouve dans beaucoup de pays. J'étais en Algérie, au Burkina Faso. Les gens parfois complexes de ne pas être une Silicon Valley, de ne pas être Paris. Et en fait, ils ne se rendent pas compte qu'ils ont des talents énormes déjà sur place. Enfin, on a quand même un des meilleurs Fab Labs, donc ateliers de hackers, de makers, de personnes qui bricolent numérique, du bois, de l'acier, etc. On a des techniciens hors pair ici. Ce qui leur manque souvent, c'est parfois de la visibilité, la fierté pour porter ces valeurs. On est loin de la capitale, mais pas si loin que ça de nos amis caribéens, de nos amis latino-américains ou nord-américains. Et ce tropisme, cette capacité à pouvoir s'orienter vers eux, je pense que c'est une des choses qu'on doit travailler avec eux. On a fait une simulation de tsunami le mois dernier. Toute la Caraïbe était mobilisée. On a une mobilisation qui a été ce qu'elle a été et meilleure encore que celle qu'elle a été l'année dernière. Mais on a encore besoin de faire rêver des jeunes Guadeloupéens, des jeunes Guadeloupéennes sur des crises parfois, des choses qui sont parfois qui font peur, mais sur lesquelles la technologie, l'animation scientifique et technique peut permettre de gérer des crises, créer de la richesse et faire rayonner nos îles d'un point de vue technique. Alors vous avez déclaré qu'on pourrait, avec moins de 1 000 € relier la Désirade à Saint-François en haut débit. Comment cela est-il possible? Alors on a utilisé des antennes l'année dernière et cette année encore, 34 km sur Marie-Galante avec Guadalug, qui est une association d'utilisateurs de Linux. On a ramené ce matériel-là et quand on parlait de l'enthousiasme de ces personnes, de ces techniciens, ils ont installé l'antenne à la Désirade l'année dernière, ce qui nous a permis de relier en haut débit la plage et un bar donc à la Désirade. Donc ce sont des technologies qu'on pourrait déployer, parce que ce sont des antennes qui coûtent beaucoup moins de 1 000 € en fait. L'idée, c'est pas forcément déployer ça de manière en tant que citoyen, en tant qu'association pour toute la Guadeloupe. Là, les opérateurs, la région, l'État, c'est leur mission. En revanche, en cas de crise, si demain, et malheureusement les dépendances ne seront pas forcément les premiers territoires sur lesquels on se focalisera en cas de grosse crise, être capable de rétablir les communications, mais que ce soit les citoyens eux-mêmes qui soient autonomes et capables de se venir en aide à eux-mêmes en fait. Gaël Musquet, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Alors dans le reste de l'actualité, la Guadeloupe est passée en phase épidémie concernant le Zika, avec 2100 cas suspects de personnes atteintes et 16 femmes enceintes touchées. La préfecture a décrété l'état d'urgence, les grandes lignes de celui-ci, expliquées par Bénédicte Jourdier. Ils s'étaient déjà réunis en janvier dernier pour l'éviter, mais la phase épidémique a été déclenchée à l'issue du 2e comité de gestion Zika ce matin. On enregistre en Guadeloupe 1200 cas suspects de personnes atteintes. La quasi-totalité des communes sont concernées.
De nouvelles mesures concrètes vont être mises en place, avec entre autres le recrutement de 160 agents de prévention sanitaire, financés à 95% par l'État. D'abord, nous allons amplifier la communication à l'attention du public, en privilégiant les femmes enceintes. Nous allons renforcer les équipes sur le terrain. Ce sont 160 agents de prévention sanitaire qui vont être recrutés dans les prochains jours grâce à des contrats aidés qui seront pris en charge à 95% par l'État. Et nous allons enfin renforcer également cette offre de soins, notamment pour les femmes enceintes. Elles sont notre priorité. Aujourd'hui, on dénombre 16 femmes enceintes atteintes par le Zika. On a donc des kits pour les femmes enceintes qui peuvent se rendre dans le centre PMI le plus proche, les 36 centres de la Guadeloupe, pour se faire remettre notamment une moustiquaire imprégnée. On a ensuite donc 2 échographes qui ont été installés supplémentaires au CHU, au CHBT, et une discussion avec la PMI parce que le nombre d'échographies va forcément augmenter à partir du moment où il y aura plus de femmes enceintes à suivre. Et puis, bien sûr, nous avons le réseau périnatalité qui, lui, regroupe tous les acteurs de la périnatalité. Le Zika, une maladie sans gravité, mais qu'il faut surveiller de près dès les premières complications afin de déceler au plus vite un trouble neurologique, quoique rare, tel que le syndrome de Guillain-Barré ou la myélite. Les manifestations du Zika sont effectivement, ça ressemble à une grippe, avec généralement une éruption, parfois une conjonctivite. Mais lorsqu'on a des faiblesses des bras, des jambes, des douleurs musculaires importantes ou évidemment des manifestations, des maux de tête, des raideurs de la nuque, lorsqu'on a ce type de manifestations et qu'on a des manifestations également évocatrices de Zika, il faut absolument consulter au CHU. Désormais, les points épidémiologiques seront effectués et communiqués chaque semaine. Et l'Agence régionale de santé rappelle que lutter contre le Zika, c'est supprimer les gîtes larvaires et éviter l'infection pour diminuer la transmission. Les Guyanais pourront désormais effectuer eux-mêmes le dépistage du virus du sida. Les autotests ont été mis en vente dans les pharmacies. Un processus rapide, mais qui ne dispense pas de la prise de sang. Xavier-Paul Lepeletier d'ATV Guyane. Commercialisés depuis le mois de septembre, les autotests permettent de détecter une contamination au VIH 3 mois après une prise de risque. Les tests de dépistage sont basés sur la détection de protéines qui sont fabriquées par la personne infectée pour attaquer le virus. Et ces protéines vont, c'est pour ça qu'on dit on est séropositif. Donc on va détecter les protéines. Alors, il y a certains tests aussi qui vont détecter des morceaux d'antigènes du virus, mais globalement on détecte les protéines fabriquées par la personne qui vont attaquer le virus. Voilà. Et donc il y a une réaction colorée qui va permettre de dire ah bah tiens voilà. Comme en métropole, les autotests ne sont pas un franc succès en Guyane, pourtant le territoire le plus touché par le virus. Au début de la mise en place de l'autotest en Guyane, il y a eu un petit engouement qui s'est créé, peut-être dû à la communication du produit et la présentation du produit à la population de Guyane. Mais cet engouement a beaucoup baissé et en moyenne, actuellement, on peut dire qu'une trentaine d'autotests se vendent en Guyane par mois. Comment vous l'expliquez ? On peut penser à plusieurs facteurs, notamment le coût. Il faut quand même savoir qu'il varie entre 20 et 30 € selon la pharmacie où vous l'achetez. Puis avoir une certaine appréhension du patient à faire le test tout seul dans son coin et surtout avoir le résultat. Probablement le principal frein au succès des autotests, leur prix élevé pourrait être revu à la baisse par le gouvernement, éventuellement en appliquant la même taxation que pour les préservatifs. Merci à vous, au revoir. Trop souvent perçus comme des personnes, comme des fous, les personnes qui souffrent de troubles psychiques, qui représentent 35% de la population en Guadeloupe, n'ont pas accès aux soins. C'est ce que révèle l'enquête commandée par l'Agence régionale de santé. Elle était présentée aujourd'hui aux acteurs de la santé mentale au CHU de Monterran à Saint-Claude. On écoute les conclusions du docteur Geoffroy Marcargy, interrogé par Bénédicte Jourdier.
Psychiques, plus qu'aucun autre trouble qu'on soigne en médecine, sont des troubles qui sont liés à tout un tas de facteurs très différents, des facteurs biologiques. On hérite de certains gènes qui nous prédisposent à certaines maladies, mais aussi des facteurs psychologiques selon la manière dont on a été élevé ou selon les événements plus ou moins difficiles auxquels on a été confronté, et bien sûr des facteurs sociaux. La précarité sociale, le chômage, la solitude sont des facteurs aggravants et prédisposants aux troubles psychiques. Ouais. L'étude, c'est le constat, et après, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Donc, pour la partie qui m'intéressait moi, c'est-à-dire l'étude des représentations, ce qu'on a trouvé, c'est qu'il existait encore tout un tas de fantasmes et d'idées fausses véhiculées sur la maladie mentale. Et une de nos missions, outre soigner les personnes souffrant de troubles psychiques, c'est de véhiculer une information honnête et beaucoup plus claire en ce qui concerne les troubles psychiques, qu'on arrête de dire par exemple que les schizophrènes sont des personnes dangereuses, ou qu'on arrête de dire qu'on se suicide moins aux Antilles. C'est pas forcément le cas. Et il faut s'attaquer à ces problèmes-là. Vous connaissez certainement son visage. Elle était la chroniqueuse de l'émission Politique Réponse, présentée par Jacques Canval. Karen Brun est notre invitée. Bonsoir Karen. Bonsoir Barbara. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors ce soir, vous intervenez en tant que journaliste pour Nouvelle Semaine. L'hebdomadaire célèbre aujourd'hui la sortie de son 300e numéro. Comment fonctionne votre rédaction? Isabelle Hameau s'est rendue justement dans vos locaux. On découvre ensemble son reportage. Au cœur de la rédaction se met en forme le 306e numéro de Nouvelle Semaine. Lancé à la suite du 7 Mag, le magazine généraliste fête aujourd'hui ses 6 ans. 300, c'est important pour nous, c'est un très beau chiffre, puis ça nous permet d'avoir un vrai repère sur la capacité de l'équipe à faire durer le support, parce que faire durer un journal, c'est établir sa notoriété, c'est réussir à l'installer dans le paysage parmi les autres supports. Donc 300 numéros, ça nous rassure, ça veut dire qu'on est suffisamment solide, qu'on peut tenir et qu'on intéresse aussi nos lecteurs. Bon, évidemment, c'est aussi le moment aussi de voir ce qui marche pas et ce qu'on peut changer aussi pour être beaucoup plus en phase avec un lectorat. Un magazine pas comme les autres et qui se veut complémentaire aux autres médias. Nous, on essaye d'aller vers ce que les autres ne disent pas forcément, on essaye d'être complémentaire des autres médias. Alors on va fouiller un peu plus sur un certain nombre de dossiers, on va aussi essayer de donner un peu plus la parole à des acteurs, quels qu'ils soient, économiques, culturels, on essaye, et la politique aussi compte beaucoup, parce que forcément on est dans un environnement, on a eu beaucoup de campagnes électorales, c'est un environnement aussi où les pouvoirs publics comptent beaucoup, on a quand même un secteur public extrêmement important, tant pour la commande publique que pour l'emploi, hein. Donc forcément, on parle un peu plus de politique, mais on essaye aussi de donner des idées, de parler de l'innovation. On essaye surtout de relever ce qui marche, ce qui est innovant, parce que nous aussi, on croit à un développement qui est basé sur l'imagination, qui est basé sur l'initiative, sur la capacité aussi des Guadeloupéens à prendre en main leur pays, pour inventer, pour faire des choses. Nouvelle Semaine est en pleine phase d'évolution et compte bientôt se faire une place sur le numérique. Karen Brun, Nouvelle Semaine, c'est près de 300 numéros, 6 ans d'existence, tout ça avec une petite équipe. Oui, une toute petite équipe, effectivement. Alors, c'est vrai qu'on se bat sur le terrain pour proposer chaque semaine un contenu diversifié et surtout décrypter l'information économique, politique, mais aussi sociétale, sans complaisance, avec chaque semaine des dossiers fouillés et en faisant évidemment parler la population et les acteurs qui comptent dans notre société. Karen, on le sait, hein, la presse quotidienne se porte mal un peu partout, hein, pas uniquement en Guadeloupe avec France Antilles. Comment parvenez-vous à résister ? Je crois que la clé de la réussite, finalement, repose vraiment sur le contenu. Je crois qu'aujourd'hui, il y a l'émergence de plein de médias, d'énormément de supports. Et je crois aujourd'hui que les lecteurs sont vraiment encore prêts à acheter une presse de qualité qui va proposer un contenu de qualité avec des informations vérifiées, des arguments étayés. Et je crois que c'est ça aujourd'hui la clé de tout. Il faut vraiment défendre le métier de journaliste en étant évidemment présent sur le terrain, mais aussi en travaillant et dans le respect d'une éthique et d'une déontologie. Une certaine pertinence. Avez-vous l'intention de passer au numérique ? Alors absolument. On travaille d'ailleurs depuis plusieurs mois sur un vrai projet de site internet, mais on prend vraiment le temps de la réflexion parce que c'est aussi un autre support, ça suppose aussi d'autres métiers. Donc on ne veut vraiment pas louper ce virage-là, donc on prend vraiment le temps de la réflexion pour aboutir sur un beau projet.
Alors, vous l'avez quand même un peu déjà expliqué, mais certains quotidiens n'hésitent pas à publier des unes un peu racoleuses. Quelle est votre politique? Comment choisissez-vous vos unes? Alors c'est vrai que pour vendre, il faut forcément essayer d'être accrocheur, ça il ne faut pas se mentir. Mais c'est vrai que bon, après on essaye évidemment de mettre en avant un des sujets forts qui sera dans le magazine, hein. Il ne s'agit pas de survendre non plus. Mais après voilà, on essaye aussi de faire sourire. Voilà, on ne va pas être dans du tapage de faits divers, etc. Je crois qu'on essaye toujours d'avoir un peu d'humour dans tout ce que l'on fait. Et je crois que voilà, c'est ça qu'on recherche chaque semaine. Aussi pouvoir divertir, même sur des choses graves. Quelle a été votre meilleure une? Alors il y en a pour eu, vous, alors, en tête c'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais je crois que si je dois en retenir une, c'est celle qu'on avait fait en juillet dernier sur le bauxite. Ça avait été un pari, on avait fait un gros dossier sur le bauxite qu'on avait titré « Le bauxite par la conquête du monde ». Donc c'était un pari parce que voilà, c'était vraiment mettre en lumière ce sandwich que tout le monde adore et ça avait plutôt pas mal fonctionné. En termes de tirage Nouvelle Semaine, ça représente quoi? Alors ça représente plusieurs milliers d'exemplaires, mais ce qui compte, c'est le taux de pénétration. C'est-à-dire que pour un magazine acheté, c'est plus de 3 personnes qui le lisent. Donc voilà, on a aussi de plus en plus d'abonnés fidèles. Et voilà, donc je remercie aussi tous nos lecteurs et tous nos fidèles abonnés qui sont de plus en plus nombreux. Karen, qui dit presse, qui dit actionnaire, qui investit. Le vôtre, c'est le groupe Blandin. Oui. A-t-il une influence sur la ligne éditoriale? Absolument pas. Bruno Blandin ne nous appelle jamais pour nous dicter... Ce qui représente le patronat, il faut Absolument, le dire aux oui, téléspectateurs. il est aussi président du MEDEF. Et non, là, je dois dire que jamais Bruno Blandin ne nous appelle pour nous dicter notre ligne éditoriale ou nous demander d'écrire quoi que ce soit. Et ça, c'est quelque chose que nous, à la rédaction, on apprécie beaucoup, cette totale indépendance entre l'actionnaire et la rédaction. Et vous fêtez ce soir en grande pompe Effectivement, cet on anniversaire. a voulu fêter l'événement, donc nos 6 ans et le 300e numéro, bon, même si là on prépare le 306e. Et donc pour fêter l'événement, on a fait le choix d'inviter toute la presse, tous les médias, tous les journalistes et nos collaborateurs, parce que je pense que c'est un moment important aussi de se retrouver entre nous pour parler du métier et le défendre. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui? Qu'on ait encore de nombreux numéros à paraître et qu'on soit là encore dans 10, 20, 30 ans et qu'on fête bientôt notre 1000e numéro. Karen Brun, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Vous le savez certainement, il y avait une rencontre au sommet de l'Europe aujourd'hui pour les présidents des régions Antilles-Guyane. Alfred Marie-Jeanne, Harry Chalus, Rodolphe Alexandre ont rencontré le président de la Commission européenne. On regarde le compte-rendu d'Éric Dupuis d'ATV Paris. Ils étaient tous là pour ce moment rare et très précieux au dernier étage de la Commission européenne à Bruxelles. Ce n'est pas tous les jours qu'on peut parler à l'oreille attentive du président Jean-Claude Juncker. Élu en 2014, le Luxembourgeois n'a évidemment pas la fibre outre-mer de nature. Tout l'enjeu de cette réunion, c'est de connaître sa sensibilité vis-à-vis des territoires ultramarins européens. Et après 1h30 de réunion, les présidents des collectivités sont sortis plutôt satisfaits. Nous avons senti quand même qu'il nous a écoutés, il a été vraiment très sympa. Mais je pense qu'en séance de travail, je pense que c'est une manière de recevoir les présidents des régions ultra-périphériques. Il a même dit qu'il n'aimait pas ce nom. Il a dit la partie noble de l'Europe. Nous sommes la partie noble de l'Europe. Préparée la veille, cette réunion a vu chaque élu des territoires évoquer des problématiques que pourrait assumer en partie l'Union européenne. Nous avons demandé comment pouvoir croiser entre un fonds structurel qu'on appelle le FEDER et le FED, de façon à favoriser la concomitance des opérations stratégiques entre le Suriname, le Brésil, voire le Guyana. La coopération régionale était au cœur des discussions aussi, et cette question, comment l'Europe peut accompagner les territoires à mieux s'intégrer dans leurs bassins respectifs. Je pense qu'il a entendu ça, qu'il a compris cela et qu'il a même approuvé cela, au point qu'il a proposé de venir nous rendre visite à un moment donné. Enfin, souhaitons que ce ne soit pas un peu vieux, mais je pense que le message global est passé. Si Jean-Claude Juncker venait à tenir sa promesse, ce serait la première fois que le président de la Commission européenne se rendrait aux Antilles et à la Guyane, et cela accélérerait forcément des processus de financement. Restez avec nous dans un instant, nous verrons comment se transmet le créole à l'école avec un cas concret à l'URMA. Et puis une idée de sortie pour agrémenter votre week-end. Linda Kayarsi nous fera visiter la Grivelière à Vieux Habitants.
Un mort pour 10 000 habitants en Guadeloupe contre 1 pour 100 000 en France hexagonale, 45 meurtres l'an passé, des chiffres, des actes qui ont poussé le barreau de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy avec les hauts magistrats à dire stop. Ils ont poussé un cri d'alarme cet après-midi à Pointe-à-Pitre. Nathalie Dinan, Moïse Dexter. Des chiffres qui donnent le vertige, une montée de la violence qui n'est plus supportable pour le citoyen et pour les garants de la sécurité, la justice et la défense. Il y a un phénomène que nous n'arrivons pas à expliquer, qui est ce phénomène de surviolence, ce phénomène de violence gratuite, ce phénomène où on a l'impression qu'on a atteint le fond, qu'on a atteint un niveau et que malheureusement on n'arrive pas à inverser. Donc si ensemble tous les acteurs se regroupent, eh bien de proche en proche on crée un mouvement qui fait que la société s'emparera de cette question-là, que chaque individu, chaque citoyen se sentira concerné davantage. Quand on arrive dans une île aussi belle, dans un département tel que la Guadeloupe, on ne s'attend pas à rencontrer les dossiers que je rencontre au quotidien dans l'exercice de mes fonctions. Et on ne s'attend pas surtout à voir des gens perdre la vie pour des broutilles, pour un mauvais regard, pour une mauvaise évaluation de la situation et dans des circonstances particulièrement dramatiques. À l'unisson, la famille judiciaire a décidé d'inverser la tendance, de tout faire pour éradiquer cette violence qui gangrène notre société. Des initiatives existent, mais elles ont atteint leurs limites. Ce qui aujourd'hui est une limite aux résultats que nous pouvons obtenir. Et ces limites, elles sont liées à des choses structurelles, à des problèmes structurels que sont la question de l'emploi, la question du fort taux de chômage, l'absence de repères au niveau d'une partie de la jeunesse, d'où la nécessité de faire qu'il y ait plus de forces de l'ordre dans nos rues, autour des cités, de façon à ce que nous prévenions également les passages à l'acte, que nous désengorgions la justice qui n'en peut plus, que nous désengorgions nos prisons et que nous concentrions nos efforts effectivement sur de l'accompagnement positif. Ils ont tous répondu à l'invitation du bâtonnier, espérant ainsi déclencher une onde de choc au sein de chaque famille guadeloupéenne. La violence, c'est un aboutissement, mais la violence, c'est le comportement du quotidien. C'est sa façon d'être dans la société, sa façon de se comporter, sa façon d'éduquer ses enfants, sa façon de s'adresser aux autres. C'est à partir de ces petits gestes-là que finalement, on inversera les choses et qu'on retrouvera, me semble-t-il, une mentalité de citoyen. Il y a aussi au quotidien une éducation à prendre, à refaire, à structurer, parce que je crois que le grand principe qu'il faudrait infuser, c'est d'abord, on ne se fait pas justice soi-même. Il y a aujourd'hui une dimension de prévention à mettre en place, une dimension éducative, et c'est sur cet aspect-là que nous souhaiterions pouvoir emmener toute la société avec nous. Pour un mauvais regard, pour une insulte, pour souvent une broutille, on en arrive à des extrémités fatales. Tous autour de la table ont envie de penser qu'on peut lutter contre cette délinquance, que la violence n'est pas une fatalité. Quelques informations pratiques avant de refermer cette édition. Il y aura des coupures d'électricité demain à Pointe-à-Pitre de 8h à midi à la déchetterie de Lagabar. Et puis l'épisode de pollution en particules fines persiste. L'alerte rouge a été maintenue pour pollution. C'est la fin de notre édition locale et régionale. Dans un instant, questions directes présentées par Eddy Planté.